Chers amis, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, ne m'interromps pas. Voilà le deuxième JT Med que vous attendiez tous, avec un jour de retard. Ce n'est pas de notre fait, le gouvernement a décidé de passer le mois de février à 28 jours. Donc nous avons un jour de retard, mais par contre aujourd'hui nous avons quelque chose de nouveau à vous proposer. C'est une nouvelle journaliste que nous venons de recruter. Elle est jeune, elle est belle, elle est intelligente, elle a toutes les qualités. Et donc, nous vous présentons maintenant Aurore Corsi de la Fauconnerie Griffon-d'Or. Aurore. Aurore, je t'en prie. Merci. Bonjour à tous. Et bien voilà, nous sommes ravis de... Top. Les vioques. Vous pensez pas que je vais travailler dans ce gourbi? C'est quoi ça? Et ça? Au travail. Hop. On nettoie tout. De suite. Debout. On nettoie. Allez. C'est parfait. Et tout, hein? Donc, place aux présentations. Qu'est-ce qu'on a fait? Je vais maintenant vous présenter un personnage du Grand Sud médiéval, Thierry Lalin, qui habite à Marseille et qui fait partie de la compagnie des Guerriers du Lendemain. Bonjour, c'est Steph pour le journal du Med. Aujourd'hui, on est chez Thierry Lalin. Salut. Combattant. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation? Oui, alors je m'appelle Thierry Lalin, j'ai 43 ans, je fais du médiéval depuis une petite vingtaine d'années maintenant chez les Guerriers du Lendemain. Donc ce qui m'a plu tout de suite, c'est de tenir une épée en main et de taper sur des gens, mais gentiment. Voilà. Donc sinon dans la vraie vie, je suis réalisateur, je travaille pour les hôpitaux publics de Marseille et mon travail c'est de faire des films et des reportages pour expliquer la santé à tout le monde, au grand public. Alors, du coup, tu fais partie de l'association Les Guerriers du Lendemain. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors les Guerriers du Lendemain, c'est une association qui est vieille, en fait, on pourrait dire vieille, dans le milieu médiéval, dans le Grand Est, dans le Grand Sud-Est plutôt. Elle a 22 ans, l'association, elle va avoir 22 ans cette année. Ça a été une association qui a connu pas mal de choses et qui a beaucoup évolué depuis sa création. Voilà, on est parti avec... les créateurs de l'association sont partis avec l'envie de faire du combat médiéval non chorégraphié, ce qui n'existait pas trop à l'époque. Donc ils sont partis sur une base de manuscrits qu'ils ont réussi à déchiffrer. Et c'est comme ça qu'en fait l'association s'est créée, d'abord sur Istres, puis après sur Marseille. Et après elle s'est développée, surtout dans le monde médiéval. Alors ils sont partis au départ sur du XIIIe siècle. Et puis après, au fur et à mesure des fêtes auxquelles ont participé, et puis de l'envie des membres de l'association, on s'est orienté vers du XIVe, puis du XVe siècle. Voilà, dans notre association, ce qu'on dit, c'est quand les gens arrivent, c'est que vous pouvez faire n'importe quelle période qui vous intéresse. Notre cœur de l'association, c'est quand même fin XIVe, début XVe siècle. Et c'est une époque un peu charnière dans laquelle on a un peu des pièces d'armure, donc avec des costumes qui sont assez sympas, autant civils que militaires, avec des armes aussi qui sont pas mal. Mais si quelqu'un veut faire du XIIIe siècle, et bien on l'accompagnera pour faire du XIIIe siècle. C'est sûr que sur le camp, il va être un petit peu à part par rapport aux autres. Voilà. Et après, par contre, sur des projets où on a un cahier des charges strict, là, on va accompagner tous les membres pour respecter ce cahier des charges. Par exemple, sur Saint-Quentin-Palavier, qui est une fête plutôt 15e, et bien on va aider les gens à s'équiper pour qu'ils soient plutôt dans un costume 15e siècle. Tout à fait. Et du coup,
d'arts martiaux historiques européens n'existait pas en tant que tel. Donc on faisait déjà du combat non chorégraphié à partir de manuscrits. Et là, depuis que les sources sont encore de plus en plus accessibles sur le net, grâce à des chercheurs, à des historiens, c'est sûr qu'on s'est un peu plus plongé dans les sources et on travaille sur les sources pour pratiquer le combat. Voilà. Notre but en AMHE, c'est d'arriver à reproduire le geste qui aurait été juste à l'époque et de le refaire maintenant. D'accord. Et dans ce sens, est-ce que vous avez des projets ou est-ce que toi tu as des projets en tant que combattant ou en tant qu'AMHiste? AMHiste, ouais. Alors des projets, on en a fait. Alors déjà, on participe à des tournois en AMHE. On organise aussi tous les ans une journée qui s'appelle la rencontre AMHE de Marseille, voilà, qui a lieu en janvier en général. Donc là, c'est sûr que cette année, elle a été annulée, malheureusement. Mais ça rassemble quand même pas mal de monde du sud de la France, voilà, de Montpellier jusqu'à Nice. Et donc ce sont des instructeurs d'associations qui viennent, qui proposent des séances, en fait, des ateliers. Voilà, donc on peut avoir de la hache-noble, de l'épée de côté, du fléau, de la serpe, de la lutte. Donc c'est assez vaste les AMHE, il y a énormément de traités qui existent, il y a énormément de sources, il y a énormément d'armes. Et donc du coup ça permet de toucher à tout, et puis pour des gens qui sont un peu curieux d'utiliser des armes qu'ils n'auraient pas l'habitude d'utiliser dans leurs associations. Je veux dire, la serpe, ça s'utilise pas, enfin ça se fait pas partout, le fléau ça se fait pas partout. Donc c'est bien aussi de montrer qu'il y a autre chose que l'épée une main avec le bouclier et l'épée à deux mains. Ouais. Et toi du coup tu as une spécialité? Alors moi je suis pas vraiment de spécialité, j'aime bien l'épée à deux mains. J'ai commencé avec la bâtarde en fait, et puis rapidement chez les Guerriers du lendemain on s'est attaqué à des traités de l'épée à deux mains. Donc c'est notre base de cours en fait, on fait de l'épée à deux mains. Et puis après moi j'affectionne beaucoup la hache noble. Voilà. Ah bon, tu as la surprise. Pas du tout. Voilà, donc la hache noble je trouve que c'est une arme qui est vraiment exceptionnelle. Et donc par exemple dans les journées, dans les rencontres à AMHE de Marseille, c'est l'atelier que je propose à chaque fois. Et quand je propose cet atelier, j'ai souvent pas mal de monde qui sont assez surpris de comment ça se tient, comment ça s'utilise, parce qu'ils ne s'imaginaient pas que ça se travaillait comme ça. Alors du coup, on continue avec éventuellement ton personnage historique inspirant. Alors moi, je m'appelle Thierry Lalin, et du coup, c'est mon vrai nom. Et je me suis inspiré pour mon blason déjà, qui est là sur le bouquet, je ne sais pas si vous pouvez le voir, du blason de Jacques de Lalingue. Voilà, donc les Lalingue, c'est une famille bourguignonne, très réputée au XVe siècle, et un peu avant d'ailleurs même. Et Jacques de Lalingue, c'est un combattant exceptionnel, voilà, qui a fait des pas d'armes, qui est allé un petit peu partout en Europe, qui a affronté de très grands combattants et qui a toujours gagné en fait ses combats. Voilà, donc à son époque, on l'appelait le bon chevalier. Voilà. Donc très honorable, très fort. Donc c'est vrai que c'est une figure qui m'inspire un petit peu. Une bonne mentalité. Une très bonne mentalité. Voilà. J'essaie, à chaque fois quand je fais des combats et que j'ai le dessus sur mes adversaires, j'essaie de ne pas leur en mettre plein la tronche. Voilà. J'essaie toujours qu'ils puissent aussi s'exprimer. Pour moi, un combat, ça se fait à deux, c'est pas unilatéral. Voilà. Et donc pour le monde médiéval, est-ce que toi tu aurais des idées en tant que combattant, en tant que civil? Alors pour faire évoluer le monde médiéval, je pense qu'aujourd'hui, on a énormément de sources iconographiques ou textuelles sur les costumes, que ce soit civils ou militaires. Et je pense que les troupes maintenant, elles devraient se servir de tout ce qu'on a pour pouvoir améliorer leur costume. Quand j'ai commencé, il y a une vingtaine d'années à peu près, j'avais un pantalon Décathlon, j'avais une chemise Leonardo Carbone avec des lacets de partout qui ressemblaient à rien, mais parce que je ne savais pas en fait. On m'a mal orienté au départ, et puis il n'y avait pas autant de sources que maintenant, c'était compliqué de se les procurer, c'était cher. Je trouve qu'aujourd'hui on a quand même accès à toutes ces sources-là, peu importe le personnage qu'on veut recréer, que ce soit le paysan, le bourgeois, le noble, le chevalier, ou ça pour les hommes ou pour les femmes pareil. On a énormément de sources et je pense que chaque troupe devrait maintenant, et peu importe la période, on a pour du 12e, du 13e, voilà. Je pense que chaque troupe, chaque responsable de troupe devrait, en tout cas pour ceux qui veulent faire de l'évocation sourcée, après il y en a qui s'en foutent complètement et qui font du médiéval fantastique. Donc oui, là, c'est autre chose. Mais voilà, éviter les pantalons trop larges, éviter les rangers comme tu disais tout à l'heure, éviter des choses qu'on ne voit pas en fait dans les sources et qui en ternissent un petit peu. Alors
j'ai été surpris à la dernière Rose d'Or de voir qu'il y a énormément de troupes qui ont progressé de ce côté-là. Et c'était vraiment bien. Il y a 2 ans, à la Rose d'Or, j'ai vu beaucoup de troupes qui avaient énormément évolué et qui avaient fait attention à leur costume. Et il y en a qui sont un peu pionnières, comme l'os du phénix par exemple, qui ont des costumes. Voilà, quand on les voit, on se dit waouh. Et mis à part le médiéval, est-ce que tu as des hobbies? Alors j'ai des hobbies, oui, mais des hobbies qui tournent aussi un petit peu autour du médiéval. Voilà. Ouais, c'est un peu bizarre, hein. Je ne dois pas être le seul, je pense, dans cette situation. Je peins des figurines et je joue à Warhammer. Voilà. C'est exclusivement ça mes hobbies. D'accord. Sinon j'aime bien courir tout nu dans les bois aussi. Je déconne. Avant, Patrick pesait 113 kilos. Avec comme jeune, en 4 mois, il a perdu 45 kilos et 800 €. Tout ça grâce à des bons petits plats confectionnés pour toute une semaine. Une bonne plâtrée de pâtes, une bonne soupe carottes au cumin, quelques tomates accompagnées d'un bon bœuf et des pommes de terre, soupe pommes de terre et pour finir, une soupe potiron. Avec comme jeune, soyez beau, soyez cato. Tapayo. Que dire encore sur Tapayo? Il nous a fait un petit sketch où là nous déclinons toute responsabilité. Partout en France se constituent des groupes pour la défense d'une passion, l'histoire. Nous en avons rencontré. Pour eux, c'est le médiéval. Comme tous les matins, Bruno entame une journée médiévale. Mais aujourd'hui, ça ne va plus. Pourquoi Bruno est malheureux? Les interdictions d'événements, ça fait plus d'1 an que ça dure. Et les médiévales lui manquent. Mais une médiévale, qu'est-ce que c'est? On s'équipe, on se met face à face, et on se fout sur la gueule. Mais chez les passionnés d'histoire aussi, des pratiques divisent. Un exemple, le Béour. Il y a les contre. On s'équipe, on se met face à face, et on se fout sur la gueule. Et les pour. On s'équipe, on se met face à face, et on se fout sur la gueule. Mais ce n'est pas le seul point de dissension. Reconstituteurs, évocateurs, médiévistes, médiévalistes, autant de termes qui divisent ce que tous, pourtant, prétendent être une grande famille. La solution existe, et c'est l'histoire qui nous la donne. On s'équipe, on se met face à face, et on se fout sur la gueule. Alors, pour défendre notre histoire, notre culture, des manifestations se préparent. Mais en face, les autorités, quelles peuvent être leurs réactions? On s'équipe, on fait face, et on se fout sur la gueule. Tapayo n'est pas seulement un fou du roi, mais aussi un journaliste de TV Med. Il est allé interviewer
2 jeunes filles qui sont en train de bouleverser un petit peu l'actualité med. Et donc, il nous a fait un reportage sur ces 2 filles, Clara et Olive, que vous allez découvrir maintenant. Moi c'est Clara. Moi c'est Olivia. Je vous laisse vous présenter. Alors moi c'est Clara et moi c'est Olive. On est toutes les deux musiciennes dans Turba Musica, groupe de musique médiévale de rue. Et donc, Clara, Olivia, la page médiévale résistance, c'est vous? Ouais, il paraît, ouais. Il semblerait. Alors oui, à la base, on l'a créé sur un coup de tête parce que le fait médiéval nous manquait beaucoup trop. Et donc on a fait ça. Et ça a pris visiblement. Voilà. L'idée c'est surtout l'échange entre médiévalistes, la familiarité qu'il y a dans les médiévales en général. C'est pour refaire vivre l'univers globalement, quoi, à travers une page Facebook ou autre. Et comment ça s'est passé? Vous l'avez fait un matin, je crois. Et 2 jours après, il y avait plus de 1000 inscrits. Ouais, c'est ça. Il y avait en 2 jours, on était presque 800, 900, 1000, incroyable quoi. On n'a pas compris pourquoi ça a pris. Ouais, la question se pose encore. On pense que c'est peut-être le nom, médiévaliste, médiéviste et puis médiévaliste résistant. C'est peut-être le résistant qui a attiré. Je pense que ça répondait à un besoin, visiblement, qu'on n'était pas les seuls à qui ça manquait, le monde médiéval, vu le nombre d'inscrits en si peu de temps, quoi. Ouais. Et maintenant, ça en est où? Bah, du coup, déjà le but du groupe globalement c'est simplement une vitrine d'échange pour que tout le monde propose des idées d'actions plus ou moins concrètes. Et après en ce moment là ça part sur une grande parade qui a été proposée à la base par Patrick. Et donc du coup on a l'air en bonne voie pour faire une grande parade pacifiste médiévale et surtout Avignon et Carcassonne pour l'instant. Ouais, et après, donc on est toujours à dire qu'il faut toujours plus d'actions, mais plus de propositions d'actions, puisque donc le groupe est là vraiment pour essayer de promouvoir chacune des possibilités d'action. C'est pas un mouvement à part entière, c'est vraiment un lieu d'échange, surtout un lieu d'échange. Mais ouais, on s'attendait pas du tout à ce que ça prenne, on pensait vraiment que ça allait rester une petite page Facebook à 15 personnes, comme la plupart du temps lorsqu'on crée un truc sur Facebook. Et donc, parmi les gens qui réagissent sur Facebook, il doit y en avoir, ils sont chiants. Hein. On en a eu quelques-uns, ouais, au tout début. On n'a pas trop compris ce qui nous est arrivé. On était là, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Mais ça va, je crois qu'on a réussi à gérer maintenant. On a reçu de l'aide, donc ça va mieux. Mais ouais, au début, il y en a beaucoup qui sont là pour critiquer. Et en fait, au départ, comme on s'attendait pas à ce que ça prenne, on les a tous laissés faire. Et à tous les laisser faire, il y a des débats débiles qui se mettent en place, qui ne font que critiquer les gens qui sont en train de gérer le groupe. Et du coup, c'est difficile de ne pas les prendre pour soi au début. Hein. Franchement, c'était très compliqué. Bonsoir le bus. Médiéval Résistant, c'est juste une page Facebook. Un groupe Facebook où on discute. Et c'est tout. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ce mouvement dont viennent de parler Olive et Clara? Bien, c'est un mouvement qui est né sur Facebook il y a environ 10 jours, qui a été créé donc par ces 2 jeunes filles. Le but était de créer un groupe de discussion de tous les passionnés d'histoire, tous les acteurs de l'histoire, mais également les commerçants, les artisans, les intermittents, tous ceux qui vivent du spectacle, pour exiger du gouvernement la réouverture des événements publics, des événements festifs. Ce groupe national qu'elles ont créé, qui groupe à ce jour environ 2100 membres inscrits, a ensuite été décliné régionalement puisqu'il s'est créé 12 groupes régionaux plus encore un groupe national belge.
Et c'est donc ces 13 groupes se répartissent les 2100 membres. Il faut quand même remarquer que les 3 seules régions du Sud, qui sont la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et la Provence, comptent à elles seules quasiment la moitié de tous les membres inscrits sur le réseau national. Alors, qu'est-ce que proposent tous ces groupes? Eh bien, certains groupes proposent une manifestation le 20 mars. Il y aura une manifestation qui est prévue sur Avignon, une autre manifestation qui est prévue à Carcassonne, et selon les effectifs qu'il y aura à cette époque-là dans les autres groupes régionaux, eh bien, il se peut très bien que certaines régions développent également, organisent à leur tour des manifestations. Alors, est-ce que ces manifestations seront autorisées par les préfectures? On l'ignore. Ça va dépendre des conditions sanitaires dans le pays. A priori, c'est pas fait pour s'arranger, ce n'est pas parti pour s'arranger, donc on est incapable de vous dire, de vous assurer que ces manifestations auront lieu, mais dans tous les cas, elles seront déclarées en préfecture et la balle sera ensuite dans le camp des autorités. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre moyen de faire connaître nos revendications? Eh bien, par exemple, le tractage. La plupart d'entre nous, nous avons une imprimante chez nous, un ordinateur. Avec les coordinateurs régionaux, nous avons déjà établi un texte que nous allons diffuser dans toutes les régions en France et en Belgique. Chacun de nous peut imprimer une cinquantaine, une centaine de tracts et aller les distribuer, ou bien lorsqu'il fait ses courses en costume, ou bien il peut aller tracter dans les boîtes aux lettres de son quartier. Mais en tout cas, avec le nombre que nous sommes, croyez-moi, au bout d'un moment, les autorités seront obligées d'être au courant de notre mécontentement. On peut ajouter aussi à cela que les manifestations seront en réalité des parades. C'est-à-dire que ce sera pacifiste, bien entendu, avec des gens en costume, avec des masques, sans armes, évidemment, puisque ce ne sera pas autorisé de toute façon. Pour ce qui est des animaux, il y en aura peut-être si la préfecture l'autorise, mais ça restera dans tous les cas une parade et pas une manifestation où on va affronter les CRS. Oui, c'était bien de le préciser, puisqu'en effet, ces manifestations ont vraiment un côté festif, un côté bon enfant, un côté pacifiste, et nous verrons à ce que les participants à ces parades soient issus de notre milieu, costumés, et nous évacuerons de nos parades tout élément qui pourrait perturber le bon déroulement de la manifestation. À présent, place à Marie-Annick, la présidente de la ferme du Soleil 13, basée dans les Bouches-du-Rhône. Nous vous la présentons aujourd'hui pour 2 raisons. La première, c'est parce que c'est elle qui est à l'origine de ces fabuleux masques qui seront confectionnés pour toutes les manifestations. Et la deuxième, parce que c'est une femme au grand cœur qui recueille tous les animaux dans le besoin, qui les nourrit et qui les soigne avec amour et bienveillance. Bonjour, c'est Steph Thira pour le Journal du Med et aujourd'hui on est chez Marie-Annick de la ferme du Soleil 13. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de toi et de ton association? Alors, moi je suis donc Marie-Annick, connue plutôt sous le nom de Tim Tom dans les Med. Donc j'ai créé la troupe de la ferme du Soleil 13, qui est non seulement une troupe mais aussi un refuge pour animaux de ferme. C'est vraiment, c'est un tout, c'est-à-dire qu'on doit être la seule troupe qui doit être à 3/4 animalière. Je suis la présidente, la secrétaire c'est Tati, la chèvre, que je te présentais tout à l'heure, parce qu'elle adore les papiers. Bon, elle les mange un peu, mais en gros, elle aime plus les papiers que moi. C'est bien. Et ça fait à peu près 20 ans que le refuge existe, ça fait à peu près 10 ans qu'il existe sous la forme de refuge avec une troupe qui finance en fait, car c'est un peu ça aussi le principe, c'est-à-dire que qui dit animaux dit beaucoup de foin, beaucoup de graines, beaucoup de soins, et donc il fallait bien trouver à un moment le financement, et il se trouve que la troupe tournant un petit peu, on s'est dit, puisqu'on est une troupe animalière, et les animaux vont travailler pour eux-mêmes, c'est autogéré. Voilà. Et du coup, toi tu es située à Trette, c'est ça? Alors à Trette, c'est dans les Bouches-du-Rhône, c'est pour ça qu'on s'appelle la ferme du Soleil 13, parce qu'on fait du XIIIe siècle, et qu'on est aussi dans le 13. Très bien. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as comme animaux, grosso modo, et puis après on ira les voir peut-être. Alors, on a tous les animaux de ferme, sauf les gros, c'est-à-dire les équidés, les ânes, les chevaux. On avait une petite vache jusqu'à cet été, Nolwenn, que beaucoup connaissaient, mais dont on a dû se séparer parce que mademoiselle mangeait plus de 3 à 4 bottes de foin par jour et c'était pas possible avec les finances de la ferme. Du coup, je lui ai trouvé un super endroit à Arles, dans une
grandes fermes pédagogiques. Donc sinon, donc ça c'était le plus gros. Sinon, ben, on a des lapins. Les lapins sont énormément abandonnés parce que ce sont souvent des achats compulsifs. Donc, du coup, ils se retrouvent à la ferme au bout d'1 mois. On a les cochons aussi, que les gens achètent en croyant que ça va rester petit et qui deviennent facilement qui vont faire 100 kilos. Ensuite, on a tout ce qui est poules, canards, dindons. Donc ça, c'est un peu notre basse-cour personnelle. Et puis bon, on a aussi un petit peu des abandons. Et on a des moutons, des chèvres. Et dernièrement, on a des lamas. Parce que les cirques sont en train de mourir, de faire faillite, de ne plus pouvoir de vivre comme avant. Et donc, ils se retrouvent avec des animaux qu'ils ne peuvent pas garder. Et on se retrouve donc là, on a 6 lamas. Et du coup, tu as des bébés, tu as des naissances. Oh oui, en ce moment, on est en plein annulage. Donc, comme une vraie ferme, quoi. Oui, comme une vraie ferme. D'accord. Et c'est beaucoup de boulot, tu as des bénévoles qui viennent t'aider? Alors, c'est énormément de boulot. Du coup, là, on est 2 à gérer à plein temps le refuge, en sachant qu'on est bénévole, que chacun on a notre boulot. Donc, ça veut dire plein temps, ça veut dire en dehors des heures de travail. Donc, ça fait beaucoup d'heures à utiliser dans une journée. Donc, je m'occupe de tout ce qui est administratif, tout ce qui est financement, tout ce qui est organisation, et les courses, oui, et j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est matériel, nourrir tous les animaux, les soigner et s'occuper de tout ce qui est l'achat de la nourriture pour les animaux. Et aussi, comme on fait beaucoup de partenariats avec les mairies, on récupère beaucoup d'aliments à droite à gauche, donc ça fait un circuit tous les soirs. On a des partenariats anti-gaspillage avec les écoles, avec les collèges, avec les mairies. Voilà, donc le soir, après sa journée de travail plus de nourrissage, il part avec le camion pendant le confinement, parce qu'on est obligé, bien sûr, de faire la tournée des mairies. Mireille, Fubo, Froussé, Traite. D'accord, mais c'est aussi un moyen de... c'est un gros moyen de nourrir surtout les cochons et tout ce qui est volaille. D'accord. Et on a donc des bénévoles aussi, les bons, qui sont par là, qui viennent nous aider, et heureusement qu'ils sont là, parce que... c'est sûr, c'est compliqué. Et avec tout ça, tu as quand même le temps d'avoir des projets historiquement médiévaux apparemment, comme... Ah oui. J'ai comme une petite occupation dernièrement, c'est de réaliser des masques. Voilà. Alors l'histoire en fait au départ, c'est que vu que les médiévales et les festivités et les sorties nous financent le refuge, avec le Covid, on s'est retrouvé avec une finance à sec. Et du coup, c'est nous qui avons financé le premier semestre. Ça a été, on a payé tout ce qui était à nourriture. Donc il fallait qu'on s'en sorte. Et j'ai eu l'idée, parce que comme on a des camions et qu'on a dû tout mettre au nord, on devait mettre des stickers sur les camions. Par exemple, le transport d'animaux, attention lama. Et j'avais acheté la machine pour faire ces stickers. Parce qu'un sticker coûte très cher, la machine coûte cher. Je suis infographe aussi de métier. Donc j'ai commencé à faire ces stickers en mettant sur mes camions. J'ai commencé à mettre des petites choses, attention à niveau vivant. Puis après je me suis un peu lâchée, j'ai mis des lamas. Après j'ai mis des stickers sur du bois, j'ai mis des stickers. Et je me suis aperçue qu'on pouvait les mettre sur des tissus. Ce qui m'a ouvert des perspectives énormes. Et quand les masques, j'ai eu l'idée en fait des masques quand j'ai vu à la télé une émission où les enfants, les parents râlaient en disant ils s'échangent les masques. Et je me suis dit non mais pourquoi ils mettent pas les prénoms sur les masques? Donc j'ai fait un sticker pour tissu avec le prénom d'un enfant. Je l'ai mis sur un masque et la maman était très contente et a voulu me le payer. Du coup, j'ai dit d'accord, mais c'était un peu spécial quoi. Et comme ma petite histoire personnelle, c'est que je suis souvent en Asie, parce que j'ai de la famille en Asie et que là-bas on porte le masque très naturellement. Et un certain masque que j'ai et que j'aime bien porter, j'ai dit à ma nièce qui habite là-bas, envoie-moi des masques vierges et je vais les faire pour les parents d'élèves. Et en fait, ça a bien marché, les gens étaient contents, j'ai fait alors je suis très forte maintenant sur Naruto et des trucs comme ça que je connaissais pas avant. Et l'un dans l'autre, je me suis aperçue que ça pouvait être en fait un financement de la ferme. Ce qui nous a soulagé, mais à un point, c'était un peu une providence. Bon, ça donne encore plus d'heures de travail, donc généralement je fais les masques entre 10h du soir et 3h du matin. Ouais, ça va. Des fois, sur les 3h du matin, faut pas trop. Pour ça, des fois, je dis, j'ai fait à l'envers. Voilà, donc je préviens, mais bon, non, ça va. Ils sont beaux. Ouais, ils sont très beaux. Voilà. Ah, vous avez un exemple. Voilà, ça c'est le nôtre, les matériaux de fer, avec le sigle 14e. Et du coup, écoute, est-ce que tu peux nous parler de la manière
ben oui, on viendra parce qu'en plus je suis doublement concernée puisque je fais du MED, de l'historique, mais en même temps, en métier, je suis archéologue et donc finalement je fais partie à part entière de la culture et la culture est en train vraiment de mourir. Voilà. Donc c'est pour moi hyper important. J'aurai beaucoup de collègues qui vont venir, qui vont se joindre à nous. Toute la troupe va monter, animalière et humaine. Voilà. J'ai fait appel à d'autres troupes aussi qui ne sont pas forcément maîtres, c'est pour ça que c'est bien de parler d'historique, dont des amis de Granus qui vont venir. Et vraiment, on va essayer de monter à plusieurs voitures, donc on est aussi obligé de monter avec un camion, puisqu'on monte au moins avec un animal, donc ce sera certainement la secrétaire de l'association Tati. On est obligé de faire un transport spécial, parce qu'on ne peut pas transporter une chèvre dans une voiture, on n'a pas le droit. Donc, je ne sais pas si on a le droit de manifester avec une chèvre, mais bon, on verra sur place. On verra l'usage. Voilà. Et oui, donc on va monter au moins donc, un camion et plusieurs voitures. D'accord. Et bon, alors du coup, tu vas nous fabriquer des masques, hein, oui. Ça y est, c'est fait. Et apparemment des tote bags aussi. Alors, les tote bags, oui. Alors, le hasard, hop, je reviens. Maintenant, collection printemps-été. Comme je peux faire du sticker sur tout, j'en ai fait aussi sur ces petits tote bags. Je sais pas comment on appelle ça, sac en toile, en toile coton, voilà. Et je peux aussi mettre tout ce que vous voulez. Là, j'ai mis la monnaie que j'aime beaucoup. C'est le denier. Oui. C'est moi qui l'ai fait. Et encore un travail de 3h du matin. Voilà. Alors en même temps, ça c'est facile parce que ça, c'est mon travail d'archéologue de dessiner des... Bon, je suis plus préhistorienne, mais bon, à la limite, je veux bien faire du médiéval. La petite histoire, c'est qu'en archéologie, quand on est préhistorien, quand on va sur un chantier médiéval, on dit qu'on va faire du médiéval. Non, je le dis plus maintenant. Non. Mais bon. Non, parce que ça te plaît. Oui, mais je veux dire, c'est la façon de parler des archéologues. Donc j'ai fait un petit denier. Voilà. Et donc je peux vous faire tout ce que vous voulez. Et ça aussi, si certains en veulent pour la manifestation, le grand Enki, il a dit ce serait bien qu'il n'y ait pas de sac moderne. Oui, non, mais ça, on a tout entendu. Oui, on sera... en plus, toi, ça te fait un financement supplémentaire. Tout à fait. Même si c'est beaucoup de travail. Oui, voilà, maintenant je suis plus... J'ai les quenelles, donc c'est bon, je vais survivre jusqu'au 20 mars. Jusqu'au 20 mars à fond. En fait, on va prendre la petite charrette et je vais dormir dans la charrette pendant... On va essayer aussi de monter avec une charrette, si on arrive à réparer notre charrette. Bon. Ah ouais, dans la ferme... Toi, tu prévois l'animation totale. C'est dommage qu'on n'ait pas les fourches, quoi, parce que c'est... Eh oui, on n'a pas les fourches, on n'a pas les arbres. Bon, tant pis. Eh oui. Écoute, ravie de t'avoir rencontré. Est-ce que tu as un mot de la fin? Quelque chose que tu veux dire aux déboutés? Là, tu me prends un peu de cours, là. Vive nous. Vive les MED. Vivement qu'on y retourne. Gaspard le Busard, Gaspard le Bouzard, Gaspard le Bizarre. Nous allons maintenant vous présenter un petit film qu'il nous a envoyé, qui parle principalement des deux vioques qui sont là. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent, un monde de poésie. Nous retrouvons notre ami Gaspard en pleine méditation. Espèce de face de pénone! Baisse les yeux, je te dis! Baisse les yeux maintenant ou tu vas le regretter! Prof de course, face de poule! Je vais te mortir, moi! Ouais, toi! Ça va mal se terminer tout cela, tes oiseaux se laissent ou peu! Baisse les yeux maintenant, espèce de sautard! Tu sais pas qui tu désignes là! Je vais te montrer, moi, qui c'est qu'adore ici! Baisse les yeux! Salut Belette, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as fatrouillé comme ça là, Belette? Cette gaillard là, tes filles regardent depuis ce matin, ils aiment pas ça, ils veulent pas baisser les yeux. Et ça fait longtemps que t'es là, Belette? Ça fait de bonnes heures, ouais. Mais ça serait pas, c'est ma réputation qui est en jeu, Hey. il faut une belette, je lâcherai pas. Oui. Ah, c'est oui. Eh oui, mon bon Belette, ça te manque, hein? Bah oui, ça va aller, là, les MED, les potes et tout le bazar, ça te manque, hein? Ça te manque, hein? Ça te manque? Oui. Eh oui, mais ça va revenir, t'inquiète pas, ça va revenir. Tu sais, moi aussi ça me manque, hein?
le câlin au petit matin de ton pote chevalier avec son haleine fétide, là, qui fait bling bling de partout, là, qui pue comme un troupeau de vieux boucs incontinents, qui est taillé comme une arbalète sans son équipement, et qui est si fier de dormir dans son gambi depuis si longtemps. Eh, ça me manque, moi aussi, ça te manque, hein, ça, belette, hein. Eh oui, oui. C'est comme le petit matin, là, le fin et le fumet délicat d'une bonne potée de gruau gras qui mijote depuis 24 heures dans le vieux pot en fer de ton vieux pote. Eh ouais, ça manque, hein. Ce vieux pot en fer qui porte encore les stigmates des potées des 10 dernières années, quoi. Hein. Eh, ça me manque, moi aussi, ça te manque, ça, belette, hein. Ah oui, ça manque, c'est bon, ça. Bah oui, ça manque, hein. Eh oui, c'est comme le petit matin de ces soirées d'Hippocrate bien arrosées, où tu voudrais un peu de silence, hein. Ben là, t'as le cri strident et continu du bignou en rute, poussé par une espèce de pseudo-musicien à qui il faut que tu jettes des écus ou un bon coup de fléau pour qu'il s'arrête. Ça te manque, ça aussi, belette, hein? Bah oui, moi aussi, ça me manque, hein. Ouais. Et puis le public, la foule en délire, là, avec tous les experts qui viennent t'expliquer qu'il y a un quart de siècle d'écart entre la coupe de tes brais et la couleur de tes chausses. Connard, tu vas aller voir de près mes choses, toi. Et puis les plus dangereux, c'est tous les petits marmots, là, qui te frappent dans les roustons par surprise. Faut sourire, qu'il est mignon. Tiens. Ça te manque, ça aussi, belette, hein? Non, celui-là, il me manque moins, ah déjà. Bon. Ouais, et puis tous les potes, tous les amis, quoi. Je me rends compte, tu vois, en parler, même les pires des pires, les pochetrons, là, il me manque, comment il s'appelle l'autre là, tu sais, le petit sec, là, teigneux, là, tout teigneux, celui qui a un sourire de hyène édenté, là, qui s'habille de toutes les couleurs, comme les vitraux d'un bordel, quoi, pour qu'on le voit de loin. Comment il s'appelle celui-là, là, déjà Philippe. Ouais, pour qui il se prend celui-là, il peut pas s'appeler Boulet ou Simplet comme tout le monde. Et l'autre là, son pote là, tu sais, le grand chauve là, le vieux, la tête d'œuf là, avec ses grosses joues, on dirait un rongeur mal luné, toujours sapé comme un bigot là, un vieux bigot, ouais. Un vieux bigot, il court après la petite fleur secrète celui-là. Enfin, je sais pas s'il court encore beaucoup, mais bon. Comment il s'appelle celui-là là, déjà là? Ah, un qui? Ouais, qui, ouais, comment il s'appelle celui-là? Non, un qui? Ouais, bah qui, ouais? Non, son nom, c'est un qui? Comment ça, son nom, c'est un qui? Son nom, c'est juste un qui? Juste, c'est juste... mais quel Justin? C'est juste qui? Mais non, son nom, ouais. C'est juste un qui? Ouais. Son nom, c'est juste qui, alors? Un qui, c'est son nom, c'est juste... Ah, je suis con, moi, je suis con. Mais oui, le... Ouais. Ouais. Bah ouais, tu vois, en parler en même temps de ceux-là, ben... Ouais, bah il me manque, quoi, tu vois, comme tous nos amis, les potes, quoi, ouais, ça manque un peu, quand même, hein, ouais, ça manque. Bon, pour la santé mentale de tous, on va prier pour que la sorcière Covid quitte rapidement nos terres et que les maids reviennent. S'il vous plaît. À bientôt. Prenez soin de vous. La rédaction du JT Med s'élève et proteste énergiquement Absolument. contre cette attaque injustifiée de deux personnages renommés du Grand Sud médiéval. Absolument. Et tout ça par qui? Par quoi? Par un Gaspard le Buzard que personne ne connaît? Je vous laisse la parole. Eh bien, nous avons concocté une petite réponse à son petit message. Et nous allons vous le présenter tout de suite. Gaspard, tu as le bonjour des vioques.
Nous terminons ce JT de février avec une annonce qui va certainement vous intéresser puisqu'il s'agit du marché de l'histoire d'Orange. Eh bien, sachez que ce marché de l'histoire a été déclaré en préfecture, que nous attendons la confirmation. Sachez également qu'il aura lieu les samedis 3 et dimanche 4 avril, que ce sera un simple marché de l'histoire sans rassemblement ni animation d'intermittents au premier étage, puisque ce sont des conditions qui sont susceptibles de nous faire interdire le marché. Voilà ce que j'avais à vous dire. Nous allons bientôt, bien sûr, vous tenir au courant de l'évolution pour vous confirmer ou infirmer ce marché de l'histoire d'Orange. Je laisse la parole maintenant à Philippe. Oui, donc vous allez retrouver comme d'habitude le calendrier des fêtes médiévales à la fin du journal. Je vais agrandir les pages pour que ce soit plus visible sur les smartphones. Je vais enlever les dates également de fêtes qui ont été annulées et pas reportées, ou si elles ont été reportées, ben je mettrai les dates qui les concernent. Et voilà. Nous vous retrouvons donc dans un mois sur TVMed.